Ce sont les images qui ont tourné en boucle alors que Michael Jackson sortait son tout nouveau best-of. Une image qu'on n'aurait jamais pensé voir à jour, mais qui pourtant était bien réelle. Mais si l'avenir semblait s'assombrir, l'arrestation de Michael Jackson allait peut-être s'avérer être l'opportunité qui lui avait échappé en 1993, prouver son innocence aux yeux du monde. Car cette fois-ci, il était hors de question de régler cette nouvelle accusation à l'amiable, mais bien de se battre jusqu'au bout. Après la vidéo sur l'affaire Chandler, nous enchaînons sur la deuxième partie et on va parler aujourd'hui de l'affaire Arvizo. Dans cette vidéo, nous explorons l'affaire Arvizo, un enfant alors atteint d'un cancer, qui n'aurait jamais laissé présager qu'il pourrait se retourner contre Michael Jackson. Alors que pourtant sa mère avait déjà quelques casseroles à son palmarès. Mais pour commencer, je vous propose de revenir en début 2003 sur le documentaire de Martin Bashir, Living with Michael Jackson. Martin Bashir est un journaliste anglais qui avait basé sa popularité sur une interview à cœur ouvert qu'il avait pu faire de la princesse Lady Diana. Et celui-ci envisageait de construire un reportage autour de la vie de Michael Jackson, la plus grande star du monde. Cependant, la tâche pouvait s'avérer audacieuse dans la mesure où Michael Jackson n'accordait que très peu d'interviews. Il décide alors de convaincre la star en lui demandant simplement « Montrez-moi qui vous êtes dans le moindre détail sans aucun interdit ». Michael Jackson prit un temps de réflexion, mais sa forte amitié pour Lady Diana le pousse à accepter la proposition de Martin Bashir et surtout de lui faire confiance. Il lui répondit alors « Oui, venez à Neverland ». En acceptant la réalisation de ce documentaire, Michael Jackson ne savait pas que celui-ci allait orienter les révélations de Michael vers un lynchage médiatique. Celui-ci pensant faire des révélations personnelles sur sa vie et sa perception des choses quant au fait de vivre dans un parc d'attractions entouré de plein d'enfants défavorisés. Mais Michael Jackson est tout de même prudent et va demander à son caméraman personnel de filmer toutes les séquences afin qu'il puisse avoir toutes les coulisses si jamais ça devait mal tourner. Une décision qui lui permettra de sortir par la suite sa propre version du documentaire et qui mettra en avant le fait que Bashir avait orienté le storytelling de son documentaire, ayant des déclarations du genre « Je savais comme tout le monde que des enfants étaient invités à Neverland ». L'un d'entre eux accusa Michael Jackson de ses vices, ce qui lui coûta plusieurs millions de dollars. Je pensais qu'il faisait plus attention, mais à mon grand étonnement, j'ai découvert que des enfants passaient encore la nuit chez lui, quelques fois dans la maison et d'autres fois dans sa chambre. Cependant, le documentaire version Michael Jackson ne suffira pas à effacer le désastre qu'aura été Living with Michael Jackson. C'est au travers du documentaire de Bashir que nous faisons la connaissance d'un jeune garçon, Gavin Arvizo. Bashir mettait en avant le jeune garçon plus que les autres, déclarant alors « J'ai fait la connaissance d'un garçon de 12 ans, Gavin, ainsi que de son frère et de sa sœur. Gavin a rencontré Jackson il y a 2 ans, après qu'on lui ait dit qu'il allait mourir d'un cancer. » De son côté, Michael Jackson est plutôt fier de présenter le jeune Gavin aux journalistes. Le jeune garçon avait été condamné par les médecins qui lui donnaient que quelques mois à vivre. Il avait alors énuméré un souhait avant de mourir, pouvoir rencontrer son idole de toujours, Michael Jackson. Et Gavin considérait à ce moment-là, selon son témoignage, que sa rencontre avec Michael Jackson lui avait littéralement sauvé la vie, lui donnant la force de vaincre la maladie, et le garçon était miraculeusement entièrement guéri. Bashir profite de la confiance du jeune garçon pour l'interroger sur sa vie à Neverland. Une nuit, je lui ai demandé si je pouvais dormir dans sa chambre. Il m'a donné l'autorisation. Je lui ai dit « Michael, tu dors dans ton lit ». Il lui disait « Non, non, tu dors dans le lit ». Et moi « Non, non, tu dors dans le lit ». Finalement, il m'a dit « Si tu m'aimes, tu dors dans le lit ». Finalement, j'ai dormi dans le lit. C'était fun cette nuit-là. J'ai dormi par terre. Il y avait un sac de couchage ? Tu avais empilé un tas de couvertures par terre. En fait, quand on regarde le documentaire comme ça, il semble que l'échange entre Michael Jackson et Bashir est plutôt lunaire. Mais c'est dans la mesure où ni l'un ni l'autre ne sont exactement dans la même sphère et donc ont du mal à comprendre exactement l'univers de l'autre. Quand Bashir pose ses questions, il oriente la conversation avec cette notion de partage, une intimité avec un autre en lui offrant son lit. Alors que Michael Jackson est dans une notion d'accueil et de don. Quand il parle de partager son lit, il parle d'offrir ce qu'il y a de mieux aux gens qu'il reçoit. Et c'est là que le piège commence malheureusement à se refermer. Bashir ayant réussi son coup, il avait les images et le témoignage choc dont il avait besoin. Mais vous n'avez pas une chambre de libre ou une maison ici où il pourrait passer la nuit? Oui, j'ai des appartements pour les invités. Mais quand les gosses viennent ici, ils veulent toujours rester avec moi. Ils ne veulent pas rester dans les chambres d'amis. Je ne les ai jamais invités dans ma chambre. C'est eux qui veulent dormir avec moi. Ils disent « Puis-je dormir avec toi ce soir ?» Je réponds « Si tes parents sont d'accord, eh bien oui, tu peux. » Tes parents étaient-ils contents que tu sois ici avec Michael? Oui, ma mère était très contente. Je sais qu'ils étaient contents parce que je l'étais. Mais Bashir ne compte pas en rester là. Alors que le tournage se poursuit, il organise une interview plus privée avec le chanteur. Après l'avoir longuement interrogé sur son changement d'apparence, il revient à la charge sur sa vision de partager sa chambre avec des enfants. Oui. Quand Gavin était là, il a parlé du fait qu'il partageait votre chambre.
Oui. Pouvez-vous comprendre que cela inquiète des gens? Parce qu'ils sont ignorants. Un type essaie de soigner un enfant. Je dors dans un sac de couchage par terre. Je lui donne mon lit parce qu'il a un frère qui s'appelle Star, pour que lui et Star puissent avoir le lit. Et je prends moi le sac de couchage. Vous avez déjà dormi avec eux? Non. Mais j'ai dormi avec beaucoup d'enfants. J'ai dormi avec Macaulay Culkin quand il était petit. Kieran Culkin dormait de ce côté, Macaulay de ce côté, sa sœur là. Le documentaire va par la suite être vu par 15 millions de téléspectateurs. Mais si le public n'a pas de réaction quant aux révélations de Michael sur sa façon de vivre, c'est la presse qui va sauter sur les déclarations du chanteur pour de nouveau lui dépeindre un terrible tableau. Ce qui va donc pousser Michael Jackson à sortir, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ses propres images. Les gens disent, pourquoi est-il toujours avec des enfants? Eh bien, j'ai été élevé dans un monde d'adultes. Quand les gosses jouaient ou quand ils étaient au lit, la nuit, moi je chantais dans des clubs. On passait notre vie sur scène, nous n'avions pas d'amis. Mais on travaillait tout le temps. Pas de Noël, pas d'anniversaire. Nous étions des témoins de Jéhovah très stricts. Le destin a fait que je peux maintenant compenser ce manque. Donc, quand vous venez derrière mes portes, il y a un parc d'attractions, il y a des animaux et tout ce que je ne faisais pas petit. Il y a des bonbons partout, c'est fun. Martin Bashir a observé pendant une journée entière les enfants de la fondation Fais un vœu qui étaient venus à Neverland. À l'issue de cette journée, quel fut son commentaire? L'une des choses les plus troublantes, c'est le fait que des enfants défavorisés viennent à Neverland. C'est un endroit dangereux pour un enfant vulnérable. Je ne dis pas que j'ai la preuve que Michael Jackson ait eu de quelconques relations sexuelles avec les enfants, je dirais plutôt le contraire. Mais ce que je dis, c'est que des enfants vulnérables ne devraient pas aller dans la maison d'une superstar milliardaire et dormir dans son lit. Mais face à Michael Jackson, qu'a dit Bashir après la journée passée avec les enfants? Regardez les images filmées par l'équipe de Michael Jackson. Le problème, c'est que personne ne vient ici et voit ce qui s'y passe. J'étais là hier, et ce que j'ai vu, ce n'est ni plus ni moins qu'un geste de bonté de votre part. Ça fait cet effet-là tout le temps. Beaucoup de gens le voient, mais ils ne disent jamais rien. Je sais, je lui ai dit, les gens le voient, mais personne n'en parle jamais, c'est cela que je veux faire savoir. Ce que nous avons eu le privilège de vivre cette semaine, ce n'est pas seulement de parler du génie de la musique que vous êtes, mais aussi de voir ce que nous avons vu hier. C'était incroyable. Malgré le fait que Michael Jackson ait accordé sa confiance à Bashir, influencé par son interview de la princesse, l'éthique du journaliste avait déjà été mise en cause à plusieurs reprises. Déjà réprimandé par le comité britannique de surveillance des médias pour faute morale, après avoir promis à un père d'une fugueuse de 16 ans d'aider sa fille pour obtenir une interview. Rapporté par le Broadcasting Standards Commission. Et même pour obtenir son interview avec Lady Diana, Martin Bashir avait déjà usé de quelques stratagèmes pas très éthiques. Le biographe de la princesse Andrew Morton affirme que le journaliste a utilisé des documents falsifiés pour lui faire croire que les renseignements britanniques la surveillaient et ainsi obtenir son interview. Toujours est-il que le raz-de-marée continue sa déferlante pour Michael Jackson, arrivant jusqu'aux États-Unis et faisant réagir une des anciennes avocates de Jordan Chandler, Gloria Allred. Elle réclama alors l'ouverture d'une nouvelle enquête, déclarant « J'ai bon espoir que les services de protection de l'enfance lanceront une enquête qui apparaît indispensable au sujet des activités de Michael Jackson avec des enfants à Neverland. Je pense qu'il est tout à fait déplacé qu'un enfant dorme dans la même chambre que Monsieur Jackson, un homme adulte, surtout à la lumière des accusations dont il a fait l'objet par le passé. » Et sur ce point, on peut pas vraiment lui donner tort, et ce pour deux raisons. La première, c'est que oui, on est tous d'accord pour dire que Michael Jackson aurait dû redoubler de vigilance et apprendre des erreurs du passé qui ont provoqué l'affaire Chandler, et de ce fait, revoir sa façon de vivre avec les enfants, même s'il n'avait rien à se reprocher. Et l'avenir va démontrer que ce manque de vigilance va une fois de plus lui coûter cher. Et je suis également d'accord sur le fait qu'il fallait une enquête à la nuance que de mon point de vue, celle-ci permettrait une bonne fois pour toutes de démontrer toute la bienveillance de Michael Jackson à l'égard des enfants qu'il accueille à Neverland. Et quel némésis de Michael Jackson va à ce moment-là faire son grand retour dans le champ de vision? Je vous le donne en mille, Tom Sneddon. Celui-ci va recevoir un coup de téléphone. Malgré la fin des investigations de 1994, Tom Sneddon avait de son côté continué à chercher des éléments à charge contre Michael Jackson. Il avait par exemple contacté Priscilla, la mère de Lisa Marie Presley, pour savoir comment se comportait Michael Jackson avec ses enfants. Il avait également déclaré en 1996 que l'enquête n'était pas terminée mais suspendue en attendant que quelqu'un se manifeste et veuille témoigner contre la star. Il avait d'ailleurs confié à une autre némésis de Jackson, Diane Dimon, qu'il suffisait d'un seul et unique témoignage pour relancer l'affaire. Plutôt ironique quand on voit la réponse qu'il donne à une journaliste en 2003 qui lui demanda s'il faisait une guerre personnelle contre Jackson. Il répondit alors « J'ai à peine pensé à la star au cours de la décennie précédente ».
Et Snedden avait souvent été moqué pour sa croisade contre Michael Jackson, le comparant très souvent à l'inspecteur Javert contre Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Après l'appel de Gloria Allred et le dépôt de sa plainte, Snedden affirme cependant que l'enquête reste inactive pour l'instant. Dans la mesure où le code pénal de Californie relatif à la maltraitance sur mineurs indique que dormir avec un enfant est insuffisant pour justifier le dépôt d'une plainte ou pour étayer une inculpation. Snedden expliquant alors son incapacité à poursuivre Michael Jackson, s'en plaignant, cependant il prend le soin de laisser le numéro de la ligne directe du bureau en espérant recevoir un coup de téléphone, qui va malheureusement tomber bien plus vite qu'il ne l'aurait cru. Et c'est le 18 novembre 2003 que la terrible surprise tomba. Et non, je ne parle pas de la sortie de Number One. C'est au petit matin que près de 60 policiers et enquêteurs du bureau du procureur de Santa Barbara débarquent à Neverland avec un mandat de perquisition. Michael Jackson, absent du ranch, est à ce moment à Las Vegas en train de tourner son prochain clip vidéo One More Chance. Pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de policiers réquisitionnés est presque le double de celui qui est habituellement utilisé dans le cadre d'arrestations de célèbres tueurs en série. Et si la perquisition semble incroyable, elle reste cependant pleine de mystères. On sait que des experts médico-légaux prélèvent des échantillons sur les matelas de la propriété et bien sûr sur ceux de la chambre principale. Un assistant du bureau du shérif de Santa Barbara va tout de même déclarer « Cette opération repose sur un mandat délivré par la Cour supérieure et s'inscrit dans le cadre d'une enquête criminelle », refusant par la suite tout type de commentaires. Ce n'est que le lendemain que le shérif de Santa Barbara, Jim Anderson, annonce à l'auditoire qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre Michael Jackson pour abus sur mineur, demandant alors au chanteur de se rendre aux autorités de Santa Barbara et de remettre son passeport. Et Snedden jubilait d'avoir enfin trouvé un nouveau plaignant, déclarant « Je peux vous assurer que d'ici peu, M. Jackson sera inculpé et devra répondre de multiples chefs d'accusation. » Snedden ne révèle aucune information sur le plaignant, mais ne peut cacher son enthousiasme. Un journaliste sur place va même lui demander s'il s'agissait d'une réponse à une guerre contre Michael Jackson, avec une arrestation pour coïncider avec la sortie de Number One. Mais Snedden répondit de manière très désinvolte. Je peux vous dire que ce sont des conneries, mais ça ne changera pas l'opinion des gens, et puis le shérif et moi aimons vraiment ce genre de musique. Quel fils de... Pardon, je reprends. Des remarques que le professeur de droit Laurie Levenson va trouver consternantes, ne se gênant pas pour dire ce qu'il pense de l'attitude du procureur. Déclarant « C'est déroutant et incompréhensible et le ton n'est pas particulièrement sérieux. » Un bon avocat de la défense dirait qu'il est trop investi personnellement dans cette affaire et que l'on ne peut pas se fier à son enquête. Cependant, certains analystes juridiques défendent tout de même la position du procureur, indiquant que si celui-ci est tant impliqué depuis toutes ces années, c'est qu'il doit avoir des éléments probants et un dossier en béton. Michael Jackson, de son côté, interrompt son tournage à Las Vegas et se rend aux autorités de Santa Barbara qui vont tout de même le menotter avant de le libérer sous caution. Michael Jackson sait qu'un nouveau combat l'attend et que l'opinion publique n'est pas à son avantage suite au documentaire de Bashir. Il tente de s'expliquer à nouveau dans l'émission 60 minutes diffusée sur CBS le jour de Noël en 2003. Michael Jackson réagit à la descente de police, se sentant complètement bouleversé. C'est alors que le journaliste revient sur ses déclarations, lui demandant alors sa position aujourd'hui quant à l'idée de dormir avec des enfants. Mais Michael Jackson cherche toujours à défendre son point de vue. Si vous êtes pédophile ou Jack l'Éventreur ou un meurtrier, bien sûr que c'est une mauvaise idée. Mais je ne suis rien de tout ça. C'est comme ça que j'ai été élevé et puis je n'ai pas dormi dans le lit avec cet enfant. Même si je l'avais fait, ça n'aurait pas été un problème, mais j'ai dormi sur le plancher et je lui ai laissé mon lit. Et c'est intéressant car cette déclaration résonne un petit peu comme le témoignage que nous avions eu du jeune garçon Gavin qu'on avait pu apercevoir dans le documentaire de Bashir. Mais Michael Jackson continua son témoignage. La première fois que je l'ai vu, il était totalement chauve et très pâle à cause de la chimiothérapie. La peau sur les os, ni cils, ni sourcils, si faible que je devais le porter à la maison jusqu'à la salle de jeu ou le passer dans un fauteuil roulant pour essayer de lui offrir une vie. Je sais ce que c'est de ne pas avoir d'enfance et mon cœur était avec cet enfant, je ressentais sa douleur. Il n'avait jamais eu l'occasion de grimper dans un arbre, je l'ai aidé à grimper en haut et c'était si beau, il avait adoré. C'était lui donner une chance d'avoir une vie, vous comprenez ? On lui avait dit qu'il allait mourir, ses parents se préparaient à son enterrement. Je l'ai inscrit à un programme psychologique, j'ai aidé beaucoup d'enfants comme ça. Il faut savoir aussi qu'après la diffusion du documentaire de Bashir, les services sociaux s'étaient intéressés à Gavin Arvizo, car un dirigeant de l'école de Gavin avait fait un signalement. Janet Arvizo et ses enfants avaient donc été interrogés. Janet indique que les propos du documentaire sont décontextualisés, Michael Jackson étant une vraie figure paternelle pour ses enfants. Elle précise également que Gavin n'a jamais partagé le lit de Michael Jackson, mais uniquement la chambre. Gavin est également entendu et nie entièrement avoir pu subir des sévices de la part du chanteur, et que lui et son frère ont adoré leur séjour à Neverland. Enfin, Devlin, la sœur aînée des Arvizo, âgée de 16 ans, confirme avoir participé aux soirées pyjama et n'avait jamais rien vu d'inapproprié. Mais bien sûr, cette déclaration préalable a été très vite évincée, étant à l'opposé de ce qu'ils avaient déclaré à Tom Snedden qui permit l'inculpation de Michael Jackson. Mais vous allez vite comprendre que les Arvizo ne vont pas en être à leur première contradiction. Tom Snedden réalise enfin l'objectif qu'il convoite depuis presque 10 ans.
amener Michael Jackson devant un grand jury. Il incrimine alors le chanteur de 10 chefs d'inculpation pour des crimes présumés sur Gavin Arvizo. Mais premier élément troublant concernant l'accusation, c'est que les faits se seraient déroulés entre le 20 février et le 12 mars 2003. Autrement dit, quelques temps après la diffusion du documentaire. En somme, Michael Jackson est accusé d'avoir commis des actes obscènes et lascifs sur un enfant de moins de 14 ans. 4 chefs d'inculpation impliquent l'administration à un mineur d'agents toxiques dans le but d'abuser de lui. Par la suite est ajouté enlèvement, extorsion et séquestration, la famille Arvizo prétendant avoir été retenue à Neverland contre leur gré. Le détective privé Anthony Pellicano va faire son retour pour pouvoir aider Michael Jackson. Mais ne faisant plus partie de la cellule juridique du chanteur, il emploie d'autres détectives pour trouver des informations compromettant sur la famille Arvizo. Et croyez bien qu'ils ne vont pas chercher longtemps pour trouver quelque chose. A priori, Janet Arvizo et ses 2 fils avaient été victimes de 3 vigiles d'un magasin du sud de la Californie. Ils les auraient battus dans un magasin sous prétexte que Gavin était sorti avec des vêtements sans payer. Janet avait ajouté à cette accusation le fait que des vigiles lui avaient caressé les seins et l'entrejambe pendant près de 7 minutes. Cette accusation contre la chaîne de magasins JCPenney lui avait rapporté en novembre 2001 près de 137 500 $. Et c'est pas tout! Un mois avant la condamnation, Janet Arvizo avait quitté son mari David Arvizo, demandant le divorce pour abus sexuels et séquestration. Ça vous rappelle rien? L'avocat de David Arvizo avait mis en avant le fait que Janet avait menti et savait manipuler ses enfants pour les inciter à aller dans son sens. Les services sociaux ont bien sûr mené une enquête et ils s'étaient déjà déplacés en octobre 2001 suite à une altercation entre le couple Arvizo. Les enfants ont été interrogés et avaient indiqué aux enquêteurs que leur père n'avait rien fait, seulement quelques crimes et aucun coup. Mais Janet Arvizo, furieuse que ses enfants aient été interrogés en son absence, elle demande à ce que les services sociaux reviennent faire un interrogatoire. Et lors de cette deuxième visite, les enfants n'avaient plus du tout le même discours, confirmant cette fois-ci que leur père avait bien été violent physiquement avec leur mère. Cependant, elle avait laissé traîner une note manuscrite où était écrit ce que devaient dire les enfants. Et David Arvizo avait pu récupérer le document pour le donner à son avocat. Il faut savoir aussi que la chaîne du magasin JCPenney avait demandé une expertise psychiatrique sur Janet Arvizo, qui avait également découvert qu'elle fait répéter ses enfants pour qu'ils confirment son histoire. David Arvizo était d'ailleurs intervenu lors du procès de Michael Jackson en 2005, et avait attesté que Janet Arvizo entraînait souvent ses enfants pour faire ou dire ce qu'elle désirait. Et Michael Manning, l'avocat de Janet Arvizo qui s'était occupé de son divorce, avait également déclaré et constaté ce fait-là, par rapport à son attitude avec ses enfants. Il se souvenait d'ailleurs avoir échangé avec elle à propos de Michael Jackson en mai 2003, où la jeune femme chantait les louanges de Michael Jackson, le décrivant comme un homme très bon envers eux. Il ne s'était d'ailleurs pas gêné pour dire à l'Associated Press combien ils aimaient Michael Jackson et qu'ils trouvaient aberrant toutes ces accusations autour de lui. Janet Arvizo va d'abord tenter de faire interdire la diffusion du documentaire de Bashir. Elle fait appel à l'avocat Bill Dickerman qui par la suite va la mettre en contact avec un autre avocat que nous avions déjà évoqué dans l'affaire Chandler, Larry Fedman, qui avait à l'époque réussi à faire obtenir un arrangement pour que Jordan Chandler touche près de 15 millions de $. Donc est-ce que cette rencontre aurait pu susciter une nouvelle ambition pour Janet Arvizo? Gavin et son frère de leur côté avaient rencontré le thérapeute Stanley Katz. Ils vont rencontrer le thérapeute entre mai et juin 2003. Puis c'est lors de leur deuxième rencontre que Gavin va commencer à parler d'attouchement, de comportements inappropriés de la part de Michael Jackson. Celui-ci avait alors transmis un rapport à la police qui a lancé toute la machine que nous avons évoquée plus tôt. Et voilà ce que Katz avait confié à l'enquêteur Paul Zellis au travers de l'enquête. Michael est un type qui se comporte comme un enfant de 10 ans. Il fait ce qu'un gamin ferait avec ses petits copains, regarder des films, boire du vin, se masturber. On ne peut pas réellement le qualifier d'agresseur, c'est juste un gamin de 10 ans. Description peu reluisante, je vous l'accorde. Katz précise tout de même que les révélations de Gavin avaient été faites alors que Janet Arvizo était à ses côtés, le jeune garçon réclamant sa mère pour trouver le courage de parler. La jeune mère expliquant à son fils que Katz était de leur côté, précisant que l'objectif était que Michael Jackson ne fasse plus de mal à un autre enfant. Et à côté de ça, Jan Dimon continue sa croisade et profite de l'instant pour accabler Michael Jackson. La journaliste avait marqué un tournant avec son émission Hard Copy, ayant à plusieurs reprises fait témoigner des anciens du staff de Neverland qui avaient soi-disant vu des choses, mais qui ne cessaient de changer de version au fil des interrogations. Elle avait même retrouvé un jeune garçon du côté de Toronto qui attestait avoir été agressé par Michael Jackson, l'avait reçu pour son émission, pour finalement se rendre compte que tout ceci n'était qu'une supercherie montée de toutes pièces. Mais si je vous parle succinctement de Diane Dimon, c'est parce qu'elle avait comme co-présentateur Geraldo Rivera, qui de son côté était intimement convaincu de l'innocence de Michael Jackson. Il faut savoir que Geraldo Rivera était un journaliste d'investigation immensément respecté par les Américains, ayant eu une carrière d'enquêteur à la police de New York. Le présentateur était connu également pour sa grosse moustache qu'il s'était engagé à raser si Michael Jackson devait être condamné. Nous sommes maintenant le 28 février 2005 et le procès de Michael Jackson commence.
Et là, première surprise. Le jury n'est composé que de membres blancs à la grande surprise de l'avocat de Michael Jackson, Thomas Mesro. Il est dit alors que Tom Sneddon avait pris les devants sur la sélection, mettant à l'écart 2 femmes noires arbitrairement sous prétexte de ne pas reproduire le procès d'O.J. Simpson. Mais malgré une contestation, le jury est maintenu et les audiences peuvent commencer. Jen Dimon se délecte de l'assurance de Sneddon qui laisse apparaître une confiance en lui certaine. Celle-ci prend d'ailleurs la liberté de révéler dans l'émission de Larry King que Michael Jackson aurait écrit plusieurs lettres d'amour endiablées à Gavin Arvizo. Mais Larry King va à ce moment-là la mettre en difficulté, jusqu'à lui faire avouer qu'elle n'avait jamais lu ni même vu ces lettres, ou entendu quelqu'un en parler factuellement, permettant une fois de plus de décrédibiliser la journaliste qui, on ne sait pour quelle raison, mettait en lumière sa volonté de nuire à Michael Jackson. La séance débute et Tom Sneddon réalise enfin son rêve de faire un plaidoyer de près de 3 heures contre Michael Jackson. Ce qu'il faut en retenir, c'est que Sneddon affirme que Michael Jackson a séquestré la famille Arvizo à Neverland, qu'il a donné de l'alcool à Gavin, lui a montré des magazines hétéro-érotiques relevés lors de la perquisition de Neverland et qu'il aurait abusé de lui. Racontant d'ailleurs cette histoire avec un sens du verbe. Au lieu de lire Peter Pan, Michael Jackson leur montre des magazines orno et leur fait boire du vin et de la vodka au lieu de leur offrir des biscuits et du lait. Les médias vont d'ailleurs faire mention de 3 livres qui avaient été récupérés lors des premières perquisitions en 1993. Et ces livres vont d'ailleurs être présentés au jury. Le livre Search of Young Beauty de Charles Dubois Hodge, édité en 1968, qui est en réalité un recueil de photographies et nullement identifié comme une œuvre à caractère érotique, et 2 autres livres un peu plus problématiques. L'un intitulé Boy Will Be Boy et le second The Boy, a Photographic Essay, qui sont également des livres d'art représentant des photographies issues de 2 mêmes auteurs, George Saint-Martin et Ronald C. Nelson, pseudonyme pour Martin Swisinbank et Ronald Drew. Et même si les livres sont encore actuellement reconnus comme des œuvres d'art, toujours d'ailleurs légales, il faut dire quand même qu'il y a une certaine ambiguïté par rapport à ces ouvrages. La véritable problématique qui a d'ailleurs toujours le plus alimenté les détracteurs de Michael Jackson est du fait que les 2 auteurs ont été condamnés pour des faits de pédocriminalité. Cependant, il faut savoir que l'un des 2 ouvrages, le livre Boy Will Be Boy, était en réalité un cadeau fait par un fan en 1983 avec une dédicace indiquant à l'intérieur « To Michael, from your fine, signé Rhonda ». 1983 à Chicago. Jen Dimon avait d'ailleurs laissé supposer que la dédicace pouvait être faite directement de l'auteur, suggérant que les initiales se retrouvaient dans le nom du fameux fan, avec le D et le A majuscule pouvant être les initiales de Ronald Drew. Sauf que le H et le A majuscule n'offrent aucune explication corroborant cette théorie. Mais dans tous les cas, la preuve que Michael Jackson n'avait pas fait acquisition de cet ouvrage, et ne pouvait pas forcément être au courant du contexte des auteurs, démontre formellement qu'il ne s'agit pas d'un élément favorisant sa culpabilité. Mais revenons à Tom Sneddon. Il revient sur l'historique de la rencontre du jeune garçon avec le chanteur. Mis en contact par une organisation qui met en contact des stars avec des enfants malades, Michael Jackson aura envoyé par la suite une voiture à l'hôpital pour emmener pendant quelques jours Janet Arvizo, Gavin, son père David, son frère et sa sœur. Après ces quelques jours passés la veille de leur départ, Michael Jackson aurait proposé à Gavin de demander à sa mère s'il pouvait rester et passer la nuit dans sa chambre. Ce serait alors à ce moment-là que Michael Jackson et son assistant auraient montré des images érotiques au jeune garçon. Les garçons auraient par la suite dormi dans le lit alors que Jackson et son assistant s'étaient installés par terre. On l'a dit tout à l'heure, les attouchements auraient commencé après la diffusion du documentaire. Et c'est à ce moment que Michael Jackson séquestre la famille, les forçant à tourner un témoignage où il raconte combien Michael Jackson est merveilleux. Enfin, Sneddon termine sa plaidoirie en diffusant des extraits du documentaire de Bashir où il s'explique quant à son regard altruiste d'offrir son lit à un enfant. C'est maintenant au tour de Thomas Mesro de faire son ouverture pour défendre Michael Jackson, chose qu'il adorait rappeler lorsqu'il démarrait un témoignage. N'oubliez pas, je suis là pour défendre les intérêts de Monsieur Jackson. Celui-ci appuie sur le fait que Janet Arvizo n'en est pas à sa première tentative d'extorsion, celle-ci visant pour la plupart du temps des célébrités. Repassant l'épisode de J.C. Penney que nous avons évoqué plus tôt. Mesro indique que Janet Arvizo s'en est déjà pris à des célébrités comme Jay Leno, Chris Tucker et George Lopez. Il cite également une autre actrice qui viendrait témoigner du fait qu'elle avait offert 20 000 $ à Janet pour financer une chambre à Gavin à sa sortie d'hôpital, mais que celle-ci s'est offert à la place un grand écran. Car encore une fois, tout repose énormément sur la crédibilité de Janet Arvizo qui semble tenir les ficelles de tout ce tintouin. Et il n'était pas difficile pour Mesro de démontrer que la jeune femme se servait à plusieurs reprises de ses enfants et de la maladie de son fils pour obtenir de grosses sommes d'argent facilement. Elle réclamait par exemple de l'argent à de tierces personnes pour financer la chimiothérapie de son fils, alors qu'en réalité, la police d'assurance de David Arvizo couvrait tous les frais médicaux. Mesro met en avant le fait que Michael Jackson ait été une cible parfaite lorsque celui-ci avait voulu honorer le souhait de son fils de le rencontrer. Janet Arvizo savait qu'elle pourrait profiter de la générosité de Michael Jackson le temps que ça dure avant de porter le coup fatal par la suite qui fait que tous les partis sont là aujourd'hui. Mesro tient aussi à rappeler au jury que les prélèvements faits lors des perquisitions dans la chambre de Michael Jackson ont révélé que l'ADN de Gavin et de son frère n'avait jamais été trouvé sur place. Enfin, Mesro apporte plus de contexte par rapport au dire de Sneddon
qui accuse le chanteur d'avoir administré de l'alcool aux enfants, déclarant ainsi « Il existe un témoin qui vous indiquera que M. Jackson avait commandé de l'alcool pour lui et ses invités et que les enfants en avaient pris en cachette. » Les frères Arvizo avaient été surpris en état d'ébriété et ils avaient été surpris avec des bouteilles, M. Jackson n'étant pas sur les lieux. Nous vous prouverons qu'il tente maintenant d'affirmer que mon client était derrière tout ça, mais que c'est faux. Il va revenir également sur les déclarations de Snedden. Sur le fait d'avoir montré des revues érotiques aux garçons pour les exciter, cependant, même si Michael Jackson reconnaît être lecteur de ces magazines, en voyant généralement un employé pour les acheter au magasin du coin, il confirme que les 10 magazines étaient scellés à clé dans une valise. Michael Jackson vous confirmera qu'il a trouvé les enfants en train de feuilleter ces magazines et les leur a retirés pour les ranger dans cette fameuse valise qu'il referma à clé. Mesereau va également établir un portrait peu reluisant pour les enfants Arvizo, mettant en avant le comportement exécrable qu'ils ont pu avoir à Neverland. Comportement qui sera d'ailleurs confirmé par des témoins présents à Neverland en tant qu'enfants avec les Arvizo et plusieurs employés du parc. Comme un technicien en charge des manèges qui avait été horrifié de voir que les Arvizo avaient retenu les codes des attractions et étaient montés seuls sur la grande roue pour jeter des objets sur les éléphants et sur les gens. Thomas Mesereau a terminé, rejoint son siège et laisse un tribunal sans voix. Un commentateur de CBS News avait d'ailleurs déclaré « Si le style importe plus sur le contenu comme c'est parfois le cas dans un tribunal, alors la défense a gagné son premier jour. » La déclaration d'ouverture de Snedden était lourde et incluait beaucoup trop de dates, de noms et de détails insignifiants. De plus, elle faisait des va-et-vient incessants dans la chronologie que les jurés doivent pourtant bien comprendre. Ce n'est pas une bonne manière de débuter un long procès criminel. Les audiences vont faire suite et c'est Martin Bashir qui est le premier à être appelé à la barre. Juste après une diffusion du documentaire Living with Michael Jackson au jury. Snedden n'ayant pas grand-chose à demander à Bashir, Mesereau commence son interrogatoire en mettant en avant les différentes plaintes que Bashir avait déjà reçues en tant que journaliste, mettant en cause sa partialité et son intégrité journalistique. Ce que Bashir ne dément pas, mais affirmant tout de même sur les 3 plaintes qui avaient été déposées contre lui, que 2 avaient été retirées et la 3e lui avait valu des sanctions à l'égard de la chaîne qu'il présentait. Pour vous synthétiser les choses, Bashir essaye de sauver l'approche qu'il a eue à l'égard de Michael Jackson dans son documentaire. Invoquant la loi bouclier californienne, protégeant les journalistes à ne pas révéler des informations qu'ils auraient récupérées dans le cadre d'un sujet qu'ils auraient travaillé. Malgré les différentes objections, l'objectif de Mesereau était de mettre en lumière la façon dont Bashir a voulu amener Michael Jackson vers un côté scandaleux pour son documentaire. Mesereau avance aussi l'idée que les bénéfices du dit documentaire devaient être versés à des œuvres caritatives. Mesereau continue l'interrogatoire, mais Bashir se refuse de répondre à la question de l'avocat, à savoir si celui-ci avait indiqué à Michael Jackson qu'il était sous-estimé pour obtenir son interview. Le juge Melville insiste, mais Bashir invoque la loi bouclier. Mesereau appuie ensuite le fait que Bashir a demandé à l'assistant de Michael Jackson de pouvoir organiser une séquence où il pourrait filmer Michael Jackson avec une 50aine d'enfants. Mais Bashir, une fois de plus, ne répond pas à la question, protégé par son avocat. Mesereau continue lui demandant s'il avait demandé à Michael Jackson d'inviter Macaulay Culkin pour les interviewer ensemble. Mais celui-ci, une fois de plus, garda le silence. C'est ensuite à Michael Jackson de fournir les vidéos de ce qu'il avait filmé par son propre caméraman, comme nous l'avions évoqué plus tôt, permettant ainsi de mieux contextualiser le montage trompeur du documentaire. Les images permirent au jury de juger ce qu'était réellement Michael Jackson dans les coulisses de ce documentaire, et qu'il n'était en rien le monstre décrit dans les tabloïds. D'autres témoins sont ensuite entendus, notamment les différentes équipes qui ont travaillé dans cette période de crise. Les pièces à conviction commencent à être présentées, notamment la pièce 336, un film de Neverland réalisé juste avant la perquisition par le shérif adjoint Albert Laferry. La vidéo va passer au peigne fin la propriété du chanteur Neverland et bien évidemment sa chambre à coucher. Et vous allez comprendre que celle-ci est loin d'être celle de Monsieur Tout-le-Monde. Ce qui contextualise évidemment cette notion d'inviter des gens à dormir dans sa chambre. La porte est pourvue d'une alarme à code avec un détecteur de mouvement. Le premier niveau donne sur une chambre principale avec une cheminée et un immense salon comprenant un piano à queue. Une salle de bain est aménagée au rez-de-chaussée, puis une autre pièce avec un lit immense et un tableau de Michael Jackson représentant la scène. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chambre de Michael Jackson s'étale sur près de 3 étages. En vérité, c'est la maison de Monsieur Tout-le-Monde. Mais pour lui, c'est juste sa chambre. Il manquait plus qu'une cuisine finalement. Mais les témoignages les plus attendus sont bien sûr ceux des Arvizo, qui là aussi vont soulever pas mal de contradictions. Les médias commençant alors à poser une réflexion qui jusqu'alors n'avait encore jamais été posée, et si Michael Jackson était innocent? Devlin Arvizo, la grande sœur de Gavin âgée de 18 ans, est la première du clan à se présenter à la barre. Elle revient sur les conditions de sa rencontre avec Michael Jackson lorsque son frère avait appris sa maladie à l'âge de 10 ans. C'est par l'intermédiaire de Jamie Masada, propriétaire d'un comedy club, qu'il émet le souhait de rencontrer Chris Tucker, Adam Sandler et Michael Jackson. Et c'est suite à la rémission de Gavin Arvizo que Michael Jackson va leur proposer de venir à Neverland. Elle raconte aussi un épisode violent de la part de son père David à l'égard de sa mère Janet. Celui-ci, jaloux de voir sa femme s'amuser avec Michael, lui aurait alors jeté une canette dans la figure et sorti furieux de la maison des invités. Elle affirme ensuite avoir déjà vu son père être violent à plusieurs reprises avec sa mère. Qualifiant de trop nombreuses pour les compter, elle affirme également qu'elle et ses frères ont été victimes de violences par David.
Oui, je sais, ça fait écho à ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport au divorce. Lors de la première visite, toute la famille avait dîné avec Michael. Et Gavin avait déjà manifesté sa volonté de rester dans la maison principale avec le chanteur et de passer la nuit dans la chambre d'MJ. Et gardez bien en tête la description de la chambre que je vous ai faite plus tôt. Les parents n'émettent pas d'objection. Plus tard, la famille Arvizo retournèrent à Neverland en compagnie de l'acteur et ami de Michael Jackson, Chris Tucker. Cependant, Michael n'était pas présent ce week-end-là. Et les garçons retournèrent plusieurs fois au ranch avec leur père, sans la présence de Devlin. Elle affirme ensuite qu'après le divorce, Janet avait sollicité l'aide de Michael Jackson à plusieurs reprises. Il offrit à la jeune mère une Ford Bronco pour qu'elle puisse amener Gavin à l'hôpital. Elle explique alors que suite à la diffusion du documentaire, Michael Jackson leur a formellement interdit de visionner le reportage. Les équipes de Jackson avaient demandé à ce que la famille Arvizo soit ramenée à Neverland pour tourner une séquence où on leur dicterait les éloges qu'ils devaient faire autour de l'artiste. Un témoignage qui semble cependant ne pas correspondre avec la pièce à conviction numéro 5000A. Une retranscription d'une interview que les Arvizo avaient accordée à Brad Miller. La bande révèle que le 16 février 2003, la famille Arvizo donna bien leur autorisation pour être filmée. Se montrant assez vif et enjoué de participer à la dite vidéo, avec des témoignages que Michael Jackson n'aurait pas pu faire orchestrer. Et voilà ce que montre la vidéo. Janet passe du temps à expliquer le contexte compliqué de la maladie de son fils et l'impact miraculeux que Michael Jackson avait eu sur sa rémission. De son côté, Gavin revient sur la hâte qu'il avait de rencontrer Michael Jackson. Celui-ci lui ayant promis de le faire venir à Neverland pour rencontrer le chanteur en personne une fois remis des lourds traitements en chimiothérapie. Janet appuie sur la figure paternelle que Michael Jackson a été pour ses enfants, n'hésitant pas au passage de dénigrer leur père David, déclarant qu'il les avait fait souffrir pendant des années. Et c'est après un long discours de tourments autour du père des Arvizo que Gavin reprend la parole et explique qu'il s'est rendu plusieurs fois à Neverland avec son père. Celui-ci déclare au détective que parfois il restait dans la maison d'invités avec son père, mais que d'autres fois il préférait rester dans la chambre de Michael avec son frère. Michael leur prêtant son lit et d'autres fois ils dormaient tous ensemble. Appuyant toutefois le fait que Michael Jackson n'avait alors jamais eu de geste déplacé à son égard, ou celui de son frère. Janet reprend la parole et affirmant tout un tas d'éloges autour de Michael Jackson, expliquant qu'avant leur rencontre avec le chanteur, elle et ses enfants n'avaient connu que l'abandon, déclarant alors « Nous avons été rejetés, négligés, traînés dans la boue, on nous fermait les portes au nez et Michael nous a sortis de cette file d'attente, on nous a fait comprendre qu'on était important pour lui. » Et Janet va démontrer également un profond agacement vis-à-vis de l'acharnement des médias. Moi et mes enfants n'avons pas d'histoire à vendre aux médias, ce que les journalistes essayent d'acheter n'existe pas. Gavin va expliquer ensuite la lourde répercussion qu'il a dû subir autour de la diffusion du documentaire. Des gens allaient jusqu'à remettre en question la véracité de sa maladie, sans compter les différentes insultes homophobes. Mais Janet reprend très vite la parole. Michael est important pour Gavin, Star, Devlin et moi. Il a un impact positif sur nous, absolument aucune somme d'argent ne pourrait les convaincre de monnayer une histoire. Devlin revient par la suite sur cet épisode, qu'elle cite comme traumatisant pour elle, et sur le fait que Michael Jackson lui aurait fait consommer de l'alcool pour la première fois. Mesro va commencer le contre-interrogatoire et revient sur l'élément qui a été déclaré dans la vidéo, qu'avait décrit Devlin comme dit sous la contrainte. Il revient sur le fait que Devlin avait indiqué ne pas avoir visionné le film de Bashir à la demande de Michael Jackson. Cependant, il met en avant le fait que l'on voit clairement Janet et Star Arvizo imiter une scène de l'entrevue avec le journaliste. Plutôt contradictoire. Mais Devlin reste sur sa position, ainsi Mesro la confronte alors sur ses déclarations qu'elle a fait aux services sociaux de Californie, ayant affirmé que Michael Jackson n'ayant jamais eu de geste inapproprié envers son frère. Devlin va reconnaître avoir menti ce jour-là, laissant supposer qu'elle pouvait également mentir pour ses déclarations actuelles. Mesro déclarant alors « Ainsi vous mentez pour certaines choses et dites la vérité pour d'autres en fonction de ce qui vous est demandé. » La jeune fille piégée n'a d'autre choix que de répondre un simple oui. De plus, Mesro fait mention du fait que les enfants avaient déclaré au thérapeute Stan Katz que Michael Jackson avait donné de l'alcool aux enfants dans la cuisine et a priori de la vodka. Ce qui ne correspond pas à ce qu'elle vient de déclarer à la barre, parlant de vin donné dans une cave. Vint ensuite le témoignage du frère de Gavin Arvizo, Star Arvizo. Star Arvizo avait déjà démontré un témoignage flou qui pouvait changer certains détails et donc mettre à mal sa crédibilité. Déjà dans le cadre de l'affaire J.C. Penney et l'agression des vigiles, Star avait changé ses déclarations qui contribuaient à aller dans le sens de celle de sa mère qui avait prétendu avoir été agressée sexuellement par les vigiles. Et Star Arvizo va affirmer avoir surpris 2 agressions vis-à-vis de son frère. Racontant alors qu'en montant les escaliers de la chambre à coucher, il vit Gavin endormi en train de ronfler alors que Michael Jackson se frottait en touchant le jeune garçon. 2 jours plus tard, il indique que Michael Jackson va simuler un acte avec un mannequin de la taille d'un enfant de 8 ans. L'artiste était resté habillé face au mannequin qui semblait avoir une allure féminine. Déclaration qui bien sûr va être niée par la défense, dans la mesure où le mannequin en question était une réplique de sa nièce, Brandy Jackson. Ensuite, il décrit un concours d'injures que Michael Jackson aurait organisé avec Gavin, lui ayant fait boire du vin qu'il avait dissimulé dans une canette de 7-Up. Enfin, Star revient sur le fait que Michael Jackson leur aurait montré des revues à caractère hétérosexué, une fois dans la salle de bain du chanteur et une autre fois dans sa chambre.
Mesro est donc prêt à mener son contre-interrogatoire. Il s'insurge des déclarations du jeune garçon qui ne correspondent pas aux déclarations qu'il avait fait à l'assistant du shérif, où il racontait pour la deuxième agression qu'il faisait semblant de dormir sur un divan. Star explique donc à Mesro que le jour de l'interrogatoire du shérif, il était un peu nerveux et qu'il ne se souvenait plus vraiment ce qu'il avait dit exactement. Mesro le confronte ensuite à une autre déclaration qu'il avait fait au thérapeute Stan Katz, où il avait indiqué que Michael Jackson avait la main posée sur l'entrejambe par-dessus les vêtements, contrairement à ce qu'il venait de stipuler à Sneddon, révélant que la main du chanteur était à l'intérieur des vêtements. Le garçon indique ne pas vraiment se rappeler, mais Mesro insiste. Vous avez dit hier au jury que Michael Jackson avait masturbé votre frère. Non, j'ai dit qu'il touchait mon frère pendant que lui se masturbait. D'accord, avez-vous dit à un moment donné au jury hier que Michael Jackson masturbait votre frère? Non. L'avez-vous déjà dit à qui que ce soit? Non. Sauf que comme vu précédemment, Star Arvizo est déjà en train de se contredire. Concernant le deuxième incident, n'aviez-vous pas dit à Stan Katz que Michael Jackson avait touché les fesses de votre frère et non l'entrejambe? Star s'agace et indique qu'il n'a jamais parlé des fesses. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire si je vous montre votre témoignage devant le grand jury? Mais face à l'évidence, Star continue de nier ses déclarations qu'il aurait fait à Katz. Vous avez affirmé à Katz sentir la Marie... Non. Ça vous aide si je vous montre cette page du témoignage? Non. Vous lui avez jamais dit ça? Non. Mesro emmène ensuite Star vers le terrain glissant des codes qu'ils avaient pris à Neverland, ce qui avait été décrit plus tôt par le technicien des attractions de Neverland. Star affirme qu'ils sont rentrés dans la maison principale des centaines de fois et avaient obtenu les codes de la maison après leur voyage à Miami. Drôle de façon pour séquestrer des gens que de leur donner les codes d'accès et les clés de la porte. Les garçons avaient donc accès à toutes les pièces, y compris la chambre de Michael. Star avoua également qu'il savait où était située la clé de la cave à vin, mais nie avoir été surpris à en boire avec son frère Gavin. Mais une fois de plus, cette révélation est encore en contradiction avec le témoignage d'employés de Neverland, qui affirme avoir vu Star subtiliser de l'alcool pour en mettre dans un milkshake, et en consommer de manière récurrente en l'absence de Michael Jackson. Star affirme un ton colérique qui semble coïncider avec le témoignage à son égard sur le fait d'être un enfant turbulent. Il explique n'avoir jamais rien fait de mal à Neverland, ni avoir fouillé les armoires ou les tiroirs. Cependant, il reconnaît avoir déjà passé plusieurs nuits dans la chambre de Michael avec son frère, alors que le chanteur était absent de la propriété. Il va également reconnaître avoir détérioré un livre d'or de Michael Jackson, où bon nombre de stars qui avaient passé du temps à Neverland avaient pu laisser un mot gentil. Mesro va reposer la question à Star concernant la question de l'alcool qu'avait mis en avant sa sœur. Cuisine ou cave? Vin ou vodka? Star va confirmer la version de la vodka dans la cuisine en contradiction avec les déclarations de sa grande sœur. Enfin, Mesro confronte le jeune homme sur le fait qu'il n'aurait techniquement jamais pu surprendre Michael Jackson dans la chambre, dans la mesure où elle est équipée d'un système d'alarme sophistiqué qui aurait prévenu le chanteur de l'arrivée du garçon dans l'escalier. Mais le jeune garçon va confirmer à Mesro qu'il avait réussi à déjouer le système de sécurité. Ouais, c'est Spider-Man le gamin en fait. Mesro continue sans sourciller, cette fois-ci lui montrant la vidéo de leur témoignage lors de l'interview avec Brad Miller. Vous confirmez avoir menti ce jour-là? Oui, répondit le garçon. Vous dites avoir été retenu prisonnier à Neverland, mais pourtant l'avoir quitté à 2 reprises pour ensuite y revenir. Combien de fois pensez-vous que votre famille s'est échappée du ranch pour y revenir et s'y échapper à nouveau? Et pour le grand final, Mesro décide de prendre un magazine pour adultes, lui demandant si ce magazine lui avait été montré par Michael Jackson. Le jeune garçon confirme qu'il s'agit bien de celui-ci. L'avocat lui demande de bien regarder, mais le garçon ne se dérobe pas et répond de nouveau oui, c'est bien lui. Mesro précise alors que le magazine en question est sorti en août 2003 et que par conséquent, il était impossible que Michael Jackson leur ait montré ce magazine dans la mesure où ils avaient quitté Neverland depuis un bon moment à cette date-là. Le garçon est troublé et va d'ailleurs reconnaître avoir menti sous serment lors du divorce de ses parents. Et le jury va commencer à émettre de sérieux doutes quant à la crédibilité de Star Arvizo. Ils vont diffuser un film où l'on voit Michael Jackson accompagné de Gavin Arvizo, très souffrant à ce moment, l'aider à se lever, à pousser son fauteuil, voyant un homme essayant de donner un peu de bonheur à cet enfant que l'on disait condamné. Mais Star va se cripser et accueille très mal le visionnage de cette vidéo, dans la mesure où elle venait contredire son témoignage sur le fait que Michael Jackson n'avait eu aucune influence sur la guérison de son frère. Mesro va également montrer plusieurs cartes pleines de petits mots que la famille avait écrits à Michael Jackson, lui chantant bien évidemment ses louanges. Mais Star indique qu'il avait écrit ça à l'âge de 10 ans et qu'il n'en pensait pas un seul mot. Il affirme n'avoir jamais considéré Michael Jackson comme un membre de sa famille, contrairement à ses déclarations dans l'interview de Brad Miller le 16 février 2003 et dans le documentaire Réponse le 20 février 2003. Même si la famille indique par la suite avoir été forcée de suivre un scénario. Enfin, la pièce à conviction numéro 340 est présentée à la barre et il s'agit de la vidéo du droit de réponse des Arvizo avec les coulisses du tournage où l'on y voit clairement le caméraman de Michael, Hamid Moleshi, dire à la famille Arvizo de se sentir le plus à l'aise possible et le rassurant qu'ils n'étaient pas obligés de répondre aux questions qui pourraient les gêner. Donc on est loin de la famille contrainte de lire un texte.
De plus, on y voit clairement Janet Arvizo prendre le lead de la mise en scène, ordonnant à ses enfants de se tenir droit, donnant des ordres juste avant de parler du cancer de Gavin et de faire des éloges sur l'impact qu'a eu la rencontre de Michael Jackson sur leur vie. Janet affirme également que la sécurité de ses enfants est sa priorité et que c'est ce que Michael leur rapporte, employant des mots tels que honnête, digne de confiance, modeste, aimant, attentionné, drôle, généreux et attentif. Et il est intéressant aussi de voir les déclarations que la famille vont faire sur le documentaire de Bashir, alors qu'ils avaient déclaré pourtant ne pas avoir été autorisés par Michael Jackson à le regarder. Donc en gros, ils sont en train d'expliquer le visionnage d'un film que Michael Jackson leur a interdit de regarder dans une vidéo que Michael Jackson leur a commandée, leur demandant de suivre un texte. Ils furent unanimes pour manifester leur dégoût face à la manière dont Bashir avait orienté et décontextualisé leurs séquences, et surtout à avoir sexualisé la relation de Michael et Gavin, alors que celui-ci affirme bien ne pas avoir partagé un lit avec le chanteur. Janet affirma même « Lorsque nous allions à Neverland, nous avions une liberté totale d'aller où on voulait dans la maison. » Devlin rebondit indiquant que ce sont les médias qui ont l'esprit tordu. Et Janet reprend « Ça me perturbe terriblement quand quelqu'un pense à mal ou fait des insinuations. De nous trois, c'est Gavin qui a enduré les épreuves les plus traumatisantes et Michael l'a soutenu. » Le fait qu'il se donne la main était une chose naturelle. Dites-moi, vous les pères de famille ou ceux qui aimeraient l'être ou ceux qui ont un jour été enfants, vous ne vouliez pas que votre père vous tienne la main dans les moments difficiles, surtout si vous pensiez que vous alliez mourir? Janet insiste sur le fait que les médecins avaient condamné le jeune Gavin et que c'est Michael Jackson qui a empli d'espoir la famille et leur a expliqué qu'il fallait y croire. Jusqu'à ce que le garçon guérisse miraculeusement sans que les médecins puissent donner une explication. Et la vidéo va se clôturer sur le fait que Janet Arvizo indique que ses enfants ont tous des rêves d'Hollywood et voudraient devenir acteurs. Et pendant le procès de son côté, Michael Jackson est en train de dépérir au fur et à mesure des témoignages de la famille. Il est juste abasourdi par ce qu'il entend et même dégoûté. Il va d'ailleurs faire la une de tous les tabloïds le jour du témoignage de Gavin Arvizo, mais pas pour les raisons que vous pensez. Très faible, il se rend le matin de l'audience à l'hôpital. Thomas Mesro demande au juge Melville si Jackson peut bénéficier d'un certain égard au vu de sa santé fragile. Mais Melville reste ferme et demande à ce que tout le monde soit là à 8h30 précise. Jackson n'a qu'une heure pour se rendre au tribunal sous peine d'être incarcéré jusqu'à la fin du procès. C'est alors que dans la précipitation, Michael Jackson ne prend pas le temps de s'apprêter et arrive au tribunal directement en sortant de l'hôpital. Du coup, lorsqu'il arrive au tribunal, il est encore en pyjama. Une occasion supplémentaire pour les médias de se moquer, justifiant qu'il s'agissait d'une stratégie de victimisation pour attendrir le jury et le public. À côté de ça, nous sommes donc le 15 mars 2005 et il est temps d'entendre enfin les déclarations de Gavin Arvizo. Interrogé par Tom Sneddon, Gavin raconte les conditions dans lesquelles Michael lui aurait demandé de se rendre disponible pour le tournage de Bashir. Dictant alors la conduite qu'il devait adopter et de ce qu'il devait dire, lui présentant la chose comme une sorte d'audition à passer, lui offrant la possibilité de montrer ses talents d'acteur. Mais Gavin, pendant son témoignage, semble agacé par Michael Jackson, indiquant qu'après le tournage de la séquence, Michael Jackson était parti et qu'il ne l'avait plus jamais revu. Le garçon obligé de rester dormir au domicile des invités. Et encore une fois, cette histoire diffère beaucoup de celle de son frère et de sa sœur, ce qui va une fois de plus décontenancer le jury. Il va confirmer avoir été agressé à 2 reprises juste après le voyage qu'ils avaient fait à Miami. Chronologie étrange dans la mesure où à cette période, Neverland était assiégé de paparazzi et de médias qui enquêtaient suite à la diffusion du documentaire de Bashir. Enfin, Gavin aurait affirmé que Michael Jackson lui aurait dit que la masturbation était quelque chose de naturel et que c'était important de le faire pour un homme, faisant écho aux phrases de Jordan Chandler à l'époque, ce qui était peu étonnant dans la mesure où la famille Arvizo avait consulté Larry Feldman, l'avocat de Chandler, avant de prévenir la police. Il indique que Michael Jackson lui aurait expliqué que si les hommes se masturbaient, c'était pour éviter de violer des femmes. Et pour l'alcool, il déclare que Michael Jackson lui en donnait presque tous les soirs malgré son état de santé, déclarant alors qu'il lui disait que ce n'était rien et que ça n'allait rien lui faire. Il évoque également comme son frère la fois où Michael Jackson se serait présenté nu devant eux. Sauf que contrairement à Star, Gavin affirme que Michael n'était pas physiquement excité. Nouvelle contradiction dans le témoignage, d'autant plus que Gavin a déclaré qu'il n'avait jamais vu la star nue et ne pouvait pas décrire son anatomie. Autre élément qui trouble le jury, c'est l'attitude de Gavin lorsqu'il évoque les sévices qu'il aurait subis, ayant l'air plutôt détaché et sans émotion, comme s'il racontait une simple histoire. Gavin explique que lors de la première agression, il était seul dans sa chambre. Et Michael avait commencé à le toucher alors que Gavin avait dit qu'il ne voulait pas. Ce qui, une fois de plus, ne correspond pas avec les déclarations de Star qui affirmaient que Gavin était en train de dormir et même ronfler. De plus, Gavin indique que Michael Jackson s'était glissé sous les couvertures, ce qui, encore une fois, n'aurait pas rendu possible le fait que Star les aperçoive de l'escalier. Mesro va mener ensuite le contre-interrogatoire et va mettre en avant les déclarations qu'il avait fait à la police en 2003. Oui, tout à fait, il y a encore des contradictions.
À l'époque, il avait déjà parlé de cette fameuse phrase sur la masturbation qui empêchait de violer des femmes, sauf qu'il avait affirmé en 2003 que c'était sa grand-mère qui lui avait dit ça. Gavin explique alors que Michael Jackson lui aurait dit ça à peu près à la même période, mais que sa grand-mère n'avait pas exactement dit cette phrase. Et Mesro enchaîne. Vous avez dit au jury que les attouchements inappropriés ne s'étaient produits qu'après votre entretien avec 3 travailleurs sociaux. Oui, c'était après. Dans cet entretien, vous n'aviez dit que du bien de Michael Jackson. Oui. Vous êtes donc en train de dire au jury qu'après avoir eu un entretien avec plusieurs travailleurs sociaux, menant une enquête sur Michael Jackson et après tous les mois suscités par le doc de Bashir, c'est après tout ça que Michael Jackson décide soudainement d'avoir une attitude inappropriée. Non, c'était une semaine avant qu'on quitte Neverland pour de bon. Mesro remet d'ailleurs en avant le fait que les Arvizo avaient quitté Neverland à 3 reprises, ce qui n'est pas cohérent avec leur fameuse séquestration. D'autant que suivant Miami, Gavin s'était rendu avec Michael et quelques fans à Toys R Us, et bien évidemment il ne s'était plaint à personne d'être retenu prisonnier, ou encore la fois où aux frais de Michael Jackson, il fut emmené chez le dentiste pour qu'on lui retire son appareil dentaire. Mesro va présenter ensuite le récit d'un administrateur de l'école de Gavin. Celui-ci l'avait interrogé suite au documentaire de Bashir et le jeune garçon avait confirmé que jamais Michael Jackson avait eu de gestes déplacés. Gavin reconnaît avoir eu cet échange avec le doyen Alpert, déclarant qu'il avait dit ça pour que ses camarades ne se moquent pas de lui. Autre contradiction, la famille Arvizo a toujours eu la position de dire qu'il y avait eu 2 agressions sur Gavin. Cependant, l'enquêteur principal du bureau du shérif de Santa Barbara affirme que le garçon avait affirmé aux enquêteurs à 2 reprises qu'il avait été molesté entre 5 et 7 fois, sans pouvoir expliquer ce qui s'était passé exactement. Et l'avocat de Michael Jackson n'hésitait pas à remettre en avant l'affaire J.C. Penney où la mère des garçons leur avait appris à mentir sous serment devant des avocats et juges. Pour rappel, Janet Arvizo affirmait avoir été agressée sexuellement par les vigiles suite au vol de Gavin. Cependant, les déclarations et photos prises ce jour-là, Janet Arvizo ne présentait aucune lésion ou trace d'agression physique. Et les photos qui avaient été présentées à l'audience à l'époque étaient des photos qui avaient été prises bien après cette fameuse altercation. Face aux déclarations de Mesro, les Arvizo ne savent plus quoi répondre. Mais Mesro continue la stratégie de traiter le garçon comme un adulte, mettant en lumière les problèmes de discipline qu'il avait à l'école, le fait qu'il avait pris des cours de théâtre ou encore le fait que c'est lui qui a insisté auprès de Chris Tucker pour voyager à Miami et rejoindre Michael. Oui, parce que la famille Arvizo expliquait que c'est Michael Jackson qui avait demandé à son staff de ramener les Arvizo à Miami par rapport au scandale du documentaire de Bashir. De plus, on comprend que les Arvizo étaient rarement seuls avec Michael Jackson, très souvent accompagnés de la famille Cassio. Il faut savoir aussi que selon les employés Neverland et certains enfants qui ont séjourné là-bas en même temps que les Arvizo, avaient déclaré que les enfants et la mère Arvizo étaient en totale liberté dans le ranch. C'est même eux qui avaient le plus de liberté et pouvaient aller où ils voulaient et demander ce qu'ils voulaient. Ils allaient même jusqu'à commander le personnel de Michael Jackson. Mais surtout, un des éléments les plus troublants, c'est que les semaines qui ont suivi le voyage de Miami, alors que Gavin disait avoir été agressé, il ne semblait pas au courant de la maladie de Michael Jackson, atteint de vitiligo qui lui dépigmentait la peau. Un élément que si Gavin avait vu Michael dans l'intimité, aurait dû savoir. Mesro revient sur un élément plutôt intriguant, comme nous l'avons vu alors que Gavin était à l'hôpital. Il avait par l'intermédiaire de Jamie Masada demandé à rencontrer plusieurs célébrités, notamment le présentateur comique Jay Leno. Il avait tenté de le contacter à plusieurs reprises mais en vain, laissant alors plusieurs messages sur le répondeur et affirmant également qu'il était seul lors de ses coups de téléphone. Cependant, Jay Leno, qui va être interrogé par les enquêteurs et pendant l'audience, va bien évidemment déclarer une version un peu différente, indiquant qu'aux déclarations de Gavin, c'est les coups de téléphone d'une mère d'un enfant âgé de 12 ans. Il indique être surpris qu'un gamin de 12 ans s'intéresse à un humoriste de 55 ans. Y avait-il anguille sous roche? Car pour Jay Leno, cela semblait plutôt suspect. Il explique aux enquêteurs qu'il suspectait qu'il s'agisse d'une femme à la recherche d'argent. De plus, son échange avec Gavin semblait peu naturel, comme si on lui dictait ce qu'il devait dire. Jay Leno va être appelé à la barre pour témoigner et paradoxalement, l'humoriste faisait partie de ceux qui pensaient Jackson coupable. Mais il semblait évident pour lui que d'un autre côté, la famille Arvizo avait aussi beaucoup d'intérêt dans cette affaire. D'autant plus que Janet Arvizo avait déjà essayé de s'approcher d'autres célébrités, notamment avec Chris Tucker. Celui-ci se souvenait que Gavin et son frère lui réclamaient très souvent des cadeaux et les considéraient comme vraiment très rusés. Il avait d'ailleurs pris Michael Jackson à part, lui indiquant qu'il devait se méfier de la famille, qu'il ne les sentait pas. Il avait de véritables doutes sur les intentions de Janet Arvizo. Chris Tucker se souvenait que Gavin lui-même lui avait demandé de l'argent pour sa fondation, indiquant qu'il n'avait reçu aucun don. Il fit un virement de près de 1500 $, cependant, on découvrit par la suite que de nombreuses célébrités de Los Angeles avaient fait aussi des dons à tel point que Janet Arvizo s'était offert un break Ford à 23 000 $. Prouvé par le chèque établi à l'ordre de Ford Hollywood. Mais la jeune femme s'était ravisée et avait rendu la voiture. Chris Tucker semblait savoir qu'il s'était fait avoir comme beaucoup en espérant tout de même que les 1500 $ qu'il avait donnés avaient servi au traitement de Gavin.
Il avait également emmené la famille Arvizo à la Knott's Berry Farm, la famille put profiter de la gratuité des attractions. Puis il leur proposa d'aller au centre commercial et fit bon nombre d'achats de vêtements ou autres articles sportifs et il avait tout payé pour la famille. Il déclare ensuite avoir reçu plusieurs coups de fil de Janet Arvizo qui pleurait à chaque coup de téléphone. Qualifiant l'acteur d'être comme un frère, attendri par la jeune femme, il prenait sur lui pour les aider financièrement. D'ailleurs, Gavin aussi continuait à réclamer de l'argent à l'acteur alors qu'il se rendait chez lui à Los Angeles. Il explique que par la suite, dès que son téléphone sonnait, c'était pour lui demander quelque chose. Un coup c'était la voiture, qu'il a fini d'ailleurs par leur offrir, mais il commença à trouver la fréquence des appels vraiment suspecte, d'autant que lorsqu'il leur laissa sa voiture, il découvrit que Michael Jackson leur avait déjà prêté un break. Et l'entourage même de Chris Tucker suspectait que la famille essaye de profiter de lui. Il avait même appris pendant un tournage à Las Vegas que les Arvizo avaient réclamé un hébergement de catégorie supérieure, réclamant aux producteurs d'être logés dans le même hôtel que les stars. Et devinez qui a payé? Chris Tucker. Chris Tucker affirma qu'avec le recul, les Arvizo avaient profité de lui, jouant de l'état de santé de Gavin. Quand il fut harcelé par les journalistes suite au documentaire, les Arvizo voulaient se réfugier chez lui. Et élément surprenant, que nous avons vu un peu plus tôt, Gavin a supplié l'acteur qu'il voulait voir Michael Jackson et donc de l'emmener à Miami pour rester avec lui. Pourtant, tous les Arvizo étaient unanimes pour dire que le staff de Michael Jackson les avait forcés de rejoindre le chanteur à Miami. Et là, on apprend que Gavin a demandé à Chris Tucker de l'emmener. J'arrive même plus à compter à combien de contradictions on en est. Tucker affirme sous l'interrogatoire de la défense que c'est Gavin qui avait contacté des proches de Michael Jackson pour découvrir qu'il était à Miami. Il estimait que pour son âge, le jeune garçon était très intelligent, très stratège et rusé pour arriver à ses fins. Les frères Arvizo disaient tout le temps à Chris « Achète-moi ça, donne-moi ça, emmène-moi là ». S'il te plaît, je me sens pas bien. L'acteur relativisait, se disant que le garçon était malade, il préférait alors fermer les yeux sur son attitude. Et lors du voyage à Miami, Chris Tucker décrivait la famille comme un air de soulagement de quitter la Californie. Alors arrivés, les Arvizo réclamèrent de voir Michael, Chris les emmena et c'est à ce moment qu'il explique au chanteur avoir de sérieux doutes sur Janet Arvizo. Celle-ci s'exclafait dans l'ascenseur, disant que Michael Jackson était comme un père et lui comme un frère. La résonance de ces mots à l'oreille de Tucker lui fit comprendre que quelque chose clochait. Larry King, le célèbre présentateur sur la chaîne CNN, avait également des anecdotes à raconter à propos de Janet Arvizo. Cependant, le témoignage de King va être considéré comme irrecevable par le juge Melville, au grand désarroi de la défense. King déclare à la cour avoir échangé avec Larry Feldman, ancien avocat de Chandler, qui, comme dit plus tôt, avait rencontré les Arvizo. King voulait inviter Feldman à son émission pour parler de l'affaire, celui-ci décline qu'il avait refusé de prendre en charge les Arvizo parce qu'il ne trouvait pas Janet crédible, disant littéralement qu'elle était dingue. Il confirma à King qu'elle faisait ça pour l'argent. Feldman avait initialement rencontré les Arvizo pour poursuivre Bashir suite au documentaire, mais il avait bien compris suite à son témoignage pendant le procès que si la famille Arvizo gagnait un procès pénal contre Michael Jackson, il pourrait remporter le jackpot en l'attaquant au civil. Larry Feldman va d'ailleurs être interrogé pendant le procès, et autant vous dire que face à Thomas Mesro, ce fut un véritable combat de coq. Tel un bras de fer coriace de deux grands avocats, Mesro voulant absolument démontrer que l'intervention de Feldman dans l'affaire Arvizo visait à protéger le fait que Janet versait de l'argent sur le compte de ses parents. Il met également en lumière la manière dont il a étroitement collaboré avec Snedden en 1993, Feldman niant alors connaître le fait qu'à l'époque et avant l'accord, Michael Jackson avait poursuivi les Chandler pour tentative d'extorsion. Mais l'avocat maîtrise l'art et l'éloquence face au jury. Normal, il avait l'habitude. Il va éluder plusieurs questions, mais revenons un peu au contre-interrogatoire de Gavin, où Mesro lui posera une dernière question. Vous vous êtes plaint auprès du shérif lui indiquant qu'après avoir fini vos trucs de cancer, vous n'aviez jamais revu Michael, c'est exact? Non, pas jusqu'à l'interview de Bashir pour le doc. D'accord, et vous vouliez le voir pendant votre émission? Oui. Aviez-vous le sentiment qu'il vous avait abandonné? Oui. Vous et votre famille? Oui. Vous avez sorti ces histoires d'abus quand vous avez réalisé que Michael Jackson et ses avantages disparaissaient de vos vies. Mais Gavin va très vite démentir la dernière phrase de Mesro. Mais pour le coup, j'ai ma petite idée. Gavin quitta la salle d'audience et comprit que la porte passée, il était définitivement sorti de la vie de Michael Jackson. Donc à ce moment du procès, on a quoi? Des témoignages qui ne cessent de se contredire, principalement sur les faits et globalement sur leur chronologie. Un coup les agressions ont lieu avant le droit de réponse, un coup elles ont lieu après. C'est ce que d'ailleurs le détective Paul Zelli va confirmer lors de son interrogatoire. De plus, il confirme que le relevé d'empreintes sur les magazines pour adultes retrouvés à Neverland ne comportait aucune empreinte des enfants Arvizo, à l'exception d'une seule. Cependant, les recherches avaient eu lieu bien après la présentation des magazines à une audience. Il était donc très probable que les enfants aient pu toucher ce dit magazine lors de cette audience. Les interrogatoires se poursuivent, notamment celui de Kiki Fournier qui avait été gouvernante et s'occupait de l'entretien des maisons d'invités, entre autres à Neverland.
Elle avait quitté Neverland à l'automne 2003 et elle a toujours eu de bons rapports avec ses supérieurs et Michael Jackson. Elle explique que Michael Jackson pouvait se montrer sévère avec les enfants s'ils étaient turbulents et confirme que les enfants étaient libres à Neverland et faisaient ce qu'ils voulaient. Elle explique également que les enfants avaient à disposition la maison des invités, mais que c'était très souvent eux qui préféraient rester avec Michael pour dormir. Elle confirme que Michael Jackson pouvait consommer de l'alcool, mais affirme ne l'avoir jamais vu en donner aux enfants. Elle affirme également avoir une fois lors d'un dîner eu l'impression que 2 ou 3 enfants étaient ivres, mais sans en être sûre et sans savoir si les enfants avaient pu consommer de l'alcool en cachette. Cependant, cet incident ne fut pas tenu compte dans la mesure où cela s'est passé plusieurs mois après le départ des Arvizo. Elle affirme également avoir une fois été menacée au couteau par Star Arvizo qui voulait cuisiner alors que celle-ci lui en dissuadait. L'accusation fait également venir un psychologue spécialisé dans la maltraitance sur enfants, expliquant alors le processus de manipulation d'un prédateur similaire au comportement de Jackson. Cependant, Mesro démontra en contre-interrogatoire que le psychologue avait été payé par l'accusation pour orienter son discours. Celui-ci avait mis à mal le discours du psychologue, lui indiquant qu'il était un des rares à ne pas avoir étudié de cas où les enfants avaient menti. Celui-ci expliquant alors qu'il travaille principalement à aider les enfants à se reconstruire et non pas à déterminer si l'agression est réelle ou non. On va également avoir droit aux déclarations de 2 hôtesses de l'air qui ont eu l'occasion d'avoir Michael Jackson en client. Lauren Wallace, qui avait fait une vingtaine de vols avec Michael Jackson, expliquant alors que celui-ci avait tendance à demander du vin blanc dissimulé dans des canettes de soda, mais principalement parce qu'il n'aimait pas que ses enfants le voient consommer de l'alcool. Et une deuxième hôtesse de l'air, Cynthia Bell, qui pour le coup était présente sur le voyage de Miami. En présence des Arvizo, elle déclare un élément très intéressant sur Devlin Arvizo, la sœur de Gavin. Car souvenez-vous, lors de son interrogatoire, Devlin avait indiqué que c'était Michael Jackson qui lui avait fait goûter pour la première fois de l'alcool et l'avait initié à cette boisson. Elle avait d'ailleurs indiqué qu'elle n'aimait pas du tout l'alcool. Mais Bell, de par son témoignage, va sans s'en rendre compte appuyer une nouvelle contradiction des Arvizo, déclarant que Devlin avait bien commandé des cocktails alcoolisés sur le vol sans que Michael s'en aperçoive. Elle avait également déclaré qu'elle avait trouvé Gavin très agité et qu'il la traitait comme une domestique vraiment très désagréable. Elle garde un très mauvais souvenir du jeune homme, un ado insolent qui se comportait comme s'il avait Michael Jackson dans sa poche. Et à côté, elle avait décrit Michael Jackson comme quelqu'un de très gentil et très agréable, expliquant qu'il avait dormi quasiment tout le long du vol et confirme qu'elle n'a jamais vu Michael Jackson mal se comporter avec le garçon ou lui servir de l'alcool ou autre boisson. Par la suite, nous aurons également le témoignage de l'humoriste George Lopez, qui est sûrement la première célébrité à avoir aidé les Arvizo. Il a mis en avant le fait que Janet ne lui avait jamais réclamé d'argent pendant le traitement de son fils. Cependant, il admet volontiers ne pas vraiment connaître la mère, étant souvent tombé sur David Arvizo. Celui-ci lui réclamait quasiment systématiquement des petites sommes d'argent, jusqu'à proposer une collecte de fonds qui, selon les dires de Lopez, devenait presque une quête plus pour David que pour Gavin. David Arvizo ayant menti sur le fait de ne pas avoir de police d'assurance pour les frais médicaux, alors que nous avions déjà évoqué en début de vidéo que c'était faux. Il avait par la suite emmené Gavin dans un centre commercial alors qu'il était en rémission et avait été surpris de l'attitude du jeune garçon qui ne cessait de réclamer des choses plutôt onéreuses. David avait également subtilisé le portefeuille de Gavin pour le cacher dans un manteau dans la maison de Lopez. Celui-ci trouva le portefeuille avec $50 dedans, pensant à un oubli. Cependant, David Arvizo lui indiqua que initialement dans le portefeuille, il y avait $350 et expliqua à Lopez que c'était de sa faute si les $300 avaient disparu. De plus, il devenait presque harcelant avec cette histoire de collecte de fonds. Un témoignage qui, une fois de plus, met à mal la famille Arvizo et met en avant leur côté cupide, se révélant être de plus en plus de sombres escrocs, toujours à l'affût de pouvoir récupérer de l'argent auprès de différentes célébrités. Je tiens à vous préciser aussi que June Chandler, la mère de Jordan Chandler, est également venue témoigner. L'accusation était aux anges et aurait préféré avoir Jordan Chandler qui pour le coup a refusé de témoigner, mais croyez bien que June Chandler va finalement plutôt servir la défense que l'accusation. Celle-ci va raconter son histoire avec Michael Jackson et maintenant le fait qu'à son niveau, elle n'avait jamais été témoin d'événements particuliers entre Michael Jackson et son fils. Car rappelez-vous que dans l'affaire Chandler, ça a toujours été le père qui avait témoigné avoir vu ou entendu des choses. La salle consternée s'attendait à de lourdes révélations faisant basculer le procès. Mais June est restée fidèle à l'estime qu'elle avait pour le chanteur à l'époque où il est rentré dans leur vie. Affirmant qu'elle avait laissé Jordan dormir dans la chambre de Michael à Neverland, voyant que tous les autres enfants le faisaient et ne voulant pas léser son fils, confirmant aussi qu'il s'était toujours bien comporté. Au grand désarroi de Sneddon qui ne cessait d'envoyer des objections à tout va. Le gars a dû faire un AVC ce jour-là. À côté de ça, lorsque Mesro voulait mettre en avant la tentative d'extorsion des Chandler, June restait beaucoup plus évasive, prétextant pour la plupart du temps ne pas se souvenir.
Mesro de son côté avait eu l'occasion de reparler de l'affaire de 93 et avait surtout précisé ô combien Michael Jackson regrettait d'avoir autorisé le règlement à l'amiable. Puis certains employés de Neverland continuent à venir témoigner en faveur du chanteur, notamment Jesus Salas, qui avait travaillé pendant 20 ans comme chef du domicile de Michael. Il affirme que les enfants qui venaient à Neverland avaient toujours accès à toutes les maisons d'invités ou la maison principale, et confirme que souvent les enfants se rendaient dans la chambre de Michael Jackson en compagnie des propres enfants de Michael, voire même de certains adultes amis de MJ depuis l'enfance. Il explique la chambre positionnée sur 2 étages et où les invités reçus dans la grande pièce du rez-de-chaussée. Il jure ne jamais avoir vu Michael consommer de l'alcool en présence d'enfants, sans nier pour autant que celui-ci pouvait en consommer en présence d'adultes tout seul. Il répondit également qu'il avait déjà vu Gavin ivre, mais en l'absence de Michael Jackson. Il les avait surpris sortir de la cave, alors qu'une des règles de Michael était que l'accès à la cave était formellement interdit. Salas confirme également que lors de la fameuse soirée où les Casio étaient là, il avait bien commandé du vin pour les adultes et du soda pour les enfants, allant une fois de plus à l'encontre des déclarations de l'accusation. C'est d'ailleurs lui qui avait conduit Janet Arvizo en dehors de la propriété jusqu'à Los Angeles, empruntant la Rolls-Royce de Michael. Salas confirme que les échanges qu'il a eus avec Janet ont toujours été cordiaux et qu'elle ne tarissait pas d'éloges sur Michael Jackson. D'ailleurs, Janet Arvizo, il serait peut-être temps de pouvoir enfin avoir sa version des faits. C'est d'ailleurs le moment de son interrogatoire. C'était maintenant au tour de Janet Arvizo de témoigner, très attendu par l'audience. Cependant, avant même qu'elle ait pu commencer ses déclarations, le tribunal était assez surpris de constater que l'apparence de la jeune mère s'était fortement dégradée. Son interrogatoire va durer à peu près 3 jours. Elle commence par invoquer le 5e amendement, refusant alors de témoigner sur sa fraude sociale présumée ou de ses faux témoignages. Celle-ci avait rempli plusieurs formulaires pour avoir une aide sociale avec ticket repas et pension d'invalidité alors qu'elle possédait plusieurs milliers de dollars sur un compte bancaire. Fraude pour laquelle elle va être condamnée après le procès en novembre 2006. Le juge Melville prévient donc le jury de son droit à invoquer le 5e amendement, cependant la défense pourrait tout de même présenter des preuves de la fraude. Et forcément le jury commençait déjà à avoir une attitude désapprobateur vis-à-vis de la jeune mère de 36 ans. L'accusation adopte une stratégie d'obtenir de la compassion. Cette mère de 4 enfants peine face aux différentes épreuves qu'elle avait traversées. Mesro va enchaîner son contre-interrogatoire et vous avez bien compris qu'il n'allait pas ménager la jeune mère. Face aux questions de l'avocat de la défense, Janet Arvizo noie le poisson, répétant toujours la même réponse « Ils avaient tout planifié, ont pris des éléments de ma vie et de mes enfants pour les intégrer à leur scénario ». Celle-ci affirme ne pas avoir vu le documentaire de Bashir et affirme qu'elle ne savait pas que ses enfants allaient passer à la télé. Elle va confirmer d'ailleurs que les agressions ont bien eu lieu après le tournage. Elle affirme avoir vu Jackson lécher les cheveux de son fils pendant le voyage du retour de Miami. Janet creuse un peu plus la tombe de l'accusation, affirmant encore des éléments incompatibles avec les précédents témoignages, donnant presque l'impression que l'inspiration de sa version lui vient spontanément sans réflexion. Même concernant la séquestration, dans la mesure où la défense était capable de prouver que Janet Arvizo pouvait se balader librement à Neverland et pouvait entrer et sortir absolument quand elle voulait. En plus de ça, c'était Michael Jackson qui payait tous ses achats pour elle. Des soins dentaires de Gavin jusqu'à son épilation intégrale. Il y avait également des factures de maquillage extrêmement chères, des produits de beauté ou soins esthétiques débités du compte de la société de Michael Jackson, Neverland Valley Entertainment, en février 2003 pendant leur soi-disant séquestration. Elle a également évoqué le fait que Michael Jackson voulait les envoyer au Brésil. Apparemment pour les cacher, mais une fois de plus, le témoignage était plutôt farfelu. Et les différents éléments présentés par la défense démontrent qu'il s'agissait simplement de vacances qui s'organisaient alors même que Michael Jackson n'était pas du tout au courant. Sachant qu'en plus on avait déjà démontré que leur droit de réponse avait été tourné bien après leur retour. Mais Janet Arvizo reste sur sa position qu'il suivait un scénario, malgré les coulisses diffusées pendant le procès. Mesro va lui demander si elle considère ces images inédites non diffusées comme scénarisées, elle attesta que oui. Aux yeux du jury, la crédibilité de Janet en prenait un sacré coup. Par la suite, Mesro ôtint la mise à mal de Janet Arvizo en revenant sur son procès avec JCPenney, mettant en lumière que le soir de la dite agression, elle avait été arrêtée, puis libérée sous caution de $250, et qu'à ce moment-là, elle n'avait démontré aucune lésion qui témoignait de cette agression, reconnaissant en plus dans sa déclaration de l'époque le soir même à la police ne pas être blessée. Mesro démontre ainsi que la malhonnêteté de Janet Arvizo avait des précédents, et qu'elle avait habitué ses enfants à mentir. Vous avez vu, on a presque l'impression de se répéter, hein. Janet Arvizo se décompose, s'agace, s'énerve, continuant les témoignages troublants. Le jury se demandant littéralement si elle n'avait pas d'hallucination. La jeune femme mit complètement l'accusation dans un désarroi tel qu'il n'avait plus aucune crédibilité. Un mépris silencieux s'installait sur la jeune mère qui, à chaque question, avait énormément de mal à apporter une réponse franche et sincère. Un ancien agent de sécurité, Brian Barron, va également témoigner des 3 semaines où il a vu passer les Arvizo à Neverland. C'était en début 2003, expliquant que plus de 30 personnes étaient présentes au ranch à cette période. Les Casio ou encore Miko Brando, le fils de Marlon Brando. Il confirme que Janet avait le droit d'aller où elle voulait, qu'elle dormait avec ses enfants dans l'un des studios de danse de temps en temps et qu'elle prenait ses repas dans la maison principale.
Barron montra au jury les registres de sortie de Neverland stipulant bien que Jesus Salas avait conduit les Arvizo à l'extérieur avec la Rolls-Royce de Michael le 12 février. Barron confirme que la famille s'était arrêtée au poste de sécurité pour suivre les protocoles habituels et qu'à aucun moment il avait reçu l'ordre de les retenir. Il confirme également que Janet et ses enfants sortaient souvent pour se balader dans les petites villes aux alentours du ranch. Déplacement consigné dans le registre des entrées et de sorties du ranch, il présenta également de nouvelles factures de milliers de dollars sur les dépenses que Janet pouvait faire sur cette période aux frais de Michael Jackson. Mais l'accusation pensait tout de même avoir encore quelques cartes à jouer. Durant le procès, elle fit intervenir Jason Francia. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit du fils de Blanca Francia, ancienne femme de ménage de Michael Jackson, qui avait déjà vendu des histoires que nous avions évoquées pour l'affaire Chandler. Vous vous souvenez ? Celle qui avait vendu plusieurs histoires aux tabloïds et qui avait avoué par la suite avoir menti. Et menti sur pas mal de choses au vu des chèques qu'elle pouvait avoir par rapport à ses témoignages. Jason Francia explique avoir été agressé par Michael Jackson à 3 reprises alors qu'il regardait des dessins animés. Suite aux agressions, il aurait versé près de 2 400 000 $ à sa mère pour acheter son silence. Et là, je m'interroge. Je me dis que concrètement, si on a donné 2 400 000 $ à quelqu'un pour se taire, comment ça se fait qu'il ait besoin de vendre toutes ces histoires à autant de tabloïds ? Mesro, pendant son contre-interrogatoire, rappela que lorsqu'il fut interrogé en 93, il avait nié avoir eu une quelconque agression de la part du chanteur. Mesro ressortit la retranscription de l'époque où Francia déclarait qu'on l'avait forcé de raconter certaines choses. Il continuait à insister que je voulais m'exploser la tête, avait-il dit. Document qui met non seulement à mal les déclarations de Jason Francia, mais également les méthodes douteuses des enquêteurs à l'époque dont les parents s'étaient plaints, obligeant l'avocat de Michael Jackson à réclamer d'arrêter d'harceler les familles pour des aveux imaginaires. Le jury n'avait d'ailleurs pas trouvé crédible le récit de Jason Francia. Son témoignage comportant beaucoup trop de failles et d'incohérences, sans compter les antécédents de sa mère 10 ans plus tôt. Et par la suite, c'est un ancien employé de la sécurité de Michael Jackson qui venait témoigner, un certain Ralph Chacon, qui avait déjà attaqué la star pour licenciement abusif. Déclarant avoir vu Michael Jackson avec un jeune garçon nommé Brett Barnes dans un jacuzzi lui caressant les cheveux et suçant les mamelons. Mais encore une fois, Mesro mit à mal la crédibilité de Chacon qui avait déjà essayé d'estorquer à Michael Jackson près de 16 millions de $. De plus, Chacon avait été licencié pour vol à Neverland. Il s'agissait là donc de motivations compromettantes pour le témoin qui n'avait que pour motivation la simple vengeance. En fait, ce qui se passe, c'est que Snedden est tellement aux abois qu'il sort les vieux témoins de 93 du placard. Ceux qui avaient refusé de témoigner face à un grand jury, préférant vendre leur histoire au plus offrant et n'hésitant pas à changer leur version de l'histoire selon la somme proposée par les tabloïds ou encore l'émission de TV Hard Copy. Émission de Diane Dimond, je le rappelle. Nous avons par exemple l'ancienne femme de ménage Adrienne McManus qui avait déclaré avoir vu Michael Jackson agresser Macaulay Culkin et 2 autres garçons. Mais Mesro va démontrer que la jeune femme avait indiqué n'avoir rien vu en 1994. Lors de ses dépositions pour licenciement abusif, mais surtout il fut établi qu'elle avait également volé un croquis d'Elvis Presley au ranch qu'elle avait vendu à un tabloïd, et que par-dessus le marché, elle et son mari avaient détourné l'héritage de 3 enfants pour un montant supérieur à 30 000 $. Elle avouera par la suite avoir menti pour toutes ses dépositions face à l'affaire Chandler. Mesro lui demanda combien de fois elle avait menti, elle répondit « Tout le temps je crois, je n'ai jamais dit la vérité ». Mais suite aux révélations de McManus, c'est Macaulay Culkin qui va donc être convoqué au tribunal. Il avait pu voir sur CNN qu'un cuisinier et une ancienne femme de ménage avaient parlé de lui lors du procès. Et bien sûr celui-ci expliqua que Michael Jackson ne l'avait jamais au grand jamais agressé. Il explique que lui et Michael partageaient un lien unique car tous deux avaient été des enfants stars. Il est d'ailleurs aujourd'hui le parrain de ses 2 premiers enfants, expliquant au jury que lors de ses visites à Neverland, il était avec ses parents et son frère, s'y étant rendu à peu près une 12aine de fois. Il avait également passé du temps avec Michael dans son appartement à Los Angeles pour regarder des films et manger des bonbons. Culkin était fou à l'idée que suite aux déclarations des anciens employés, personne n'ait jamais pris contact avec lui pour lui demander sa version des faits. Mesro lui demande alors « Êtes-vous au courant que les accusateurs envisagent de prouver que vous avez été agressé par Michael Jackson ?» Pardon ? Il n'en fallait pas plus pour comprendre la mascarade autour de Macaulay Culkin. L'accusation demanda à Culkin si ses parents l'avaient déjà interpellé sur le fait de dormir dans la chambre de Jackson. L'acteur explique que ses parents n'ont jamais vu ça comme un problème. Les portes étant tout le temps ouvertes, il pouvait aller et venir dans la pièce également. Le père de Culkin est déjà venu au petit matin dans la chambre pour le réveiller et l'emmener faire du cheval. Sous les questions, Culkin explique que souvent, ils étaient plusieurs enfants dans la chambre, et que pendant la soirée, ils pouvaient tous s'endormir un peu partout, des fois dans le lit, des fois dans le cinéma, ou encore ailleurs. Il est donc intéressant de voir que la défense va faire venir des enfants à l'époque de 1993 qui avaient déjà été entendus, et qui avaient subi un harcèlement de la part de Snedden, tels que Wade Robson ou Brett Barnes, qui avaient d'ailleurs subi un harcèlement de la part de Snedden, persuadé que Brett Barnes pouvait faire basculer l'affaire Chandler. Et Wade Robson va passer à la barre pour expliquer le contexte de sa rencontre avec Michael Jackson.
Au fur et à mesure des questions de l'accusation, celui-ci clame que Michael Jackson, comme il l'avait déjà déclaré en 93, n'avait jamais eu de comportement inapproprié à son égard. Celui-ci explique qu'il a passé beaucoup de temps avec Michael ou dans sa chambre pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo ou faire des batailles de polochon. Il explique s'être déjà retrouvé dans un jacuzzi avec la star, mais toujours en maillot de bain. Et l'accusation appuie évidemment sur le fait qu'il ait bien dormi dans le lit du chanteur. Et souligne le fait que Robson avait tout intérêt à être du côté de Michael Jackson, celui-ci l'ayant beaucoup aidé dans sa carrière. Ron Zonen, qui va mener le contre-interrogatoire, patauge et tourne en rond, cherchant à faire dire à Robson qu'il s'était passé quelque chose, posant quasiment toujours la même question, mais posée différemment. Mais Wade Robson reste catégorique, Michael Jackson ne l'a jamais touché. Zonen présente alors un des livres que nous avions évoqués, le fameux Boys Will Be Boys. Robson affirme qu'il n'avait jamais vu ce livre et que pour lui il s'agissait que de simples photographies. Mais pour Wade Robson, je vous propose de garder ça dans un coin de votre tête car on va développer tout ça dans une prochaine vidéo. Parmi les témoins de la défense, les déclarations les plus attendues sont sans nul doute celles de Brett Barnes. Le jeune garçon ayant été cité à plusieurs reprises par certains anciens employés de Neverland qui avaient menti autour de Michael Jackson, comptant alors sur le jeune homme, aujourd'hui âgé de 23 ans, pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Et selon les personnes présentes, Tom Sneddon semblait extrêmement mal à l'aise de voir Brett Barnes en témoin de la défense. Soucieux de voir qu'une personne de plus ayant vécu son enfance avec Michael Jackson venait défendre la star, d'autant qu'il se dit que l'accusation avait tenté dans les coulisses de le dissuader de témoigner. D'ailleurs, je tiens à préciser que Brett Barnes, encore aujourd'hui, défend Michael Jackson. Brett Barnes débarque d'Australie expressément pour le procès, ayant démissionné de son poste de croupier dans un casino de Melbourne pour pouvoir venir défendre son ami de toujours. Et Brett Barnes va expliquer également le contexte de sa rencontre avec Michael Jackson. C'est à l'âge de 5 ans qu'il lui écrit une lettre avec sa mère qu'il avait remis à un danseur de Michael Jackson pour s'assurer qu'il la reçoive. Et depuis 1991, Brett Barnes avait séjourné à plusieurs reprises à Neverland, expliquant que les enfants aimaient être dans la chambre de Michael Jackson parce qu'il y avait tout un tas de trucs cool, des jeux vidéo et autre chose. Et Barnes n'a rien caché au jury. Il explique qu'il a dormi des tonnes de fois dans le lit de Michael Jackson sous l'interrogatoire de Mesro. Et bien sûr, il atteste que Michael Jackson n'a jamais rien tenté d'irrévérencieux à son égard, et que s'il l'avait fait, il ne l'aurait certainement pas laissé faire. Il explique en fait que les soirées passées dans la chambre étaient des sortes de mini-fêtes. Ce qui d'ailleurs fait écho à ce que Elizabeth Taylor, grande actrice et amie du chanteur, avait déjà eu l'occasion d'expliquer ayant elle-même participé à ces soirées. Elle avait déclaré dans l'émission de Larry King « Vous savez, j'ai déjà été là lorsque les enfants y étaient. Nous étions tous dans le lit en train de regarder la TV, il n'y avait rien d'anormal ni aucun contact physique. Nous avons ri comme des enfants et regardé des Walt Disney. » Et Barnes explique que ces mini-fêtes se passaient toujours avec du monde, tels que sa sœur, son frère, les cousins de Michael Jackson, les frères Cassio ou encore Macaulay Culkin. Il explique qu'être à Neverland, c'est comme être en récré à chaque moment de la journée. Aujourd'hui, il est extrêmement en colère qu'on puisse accuser Michael Jackson de tels actes. Et surtout le fait qu'on ose mêler son nom à ça. Il ne comprenait pas les insinuations des anciens employés qui avaient dit du mal de Michael Jackson, accentuant le fait que, comme par hasard, c'était toujours des profils qui aimaient l'argent et les belles choses. Et Ron Zonen va alors démarrer son contre-interrogatoire. Barnes confirme ses déclarations et confirme qu'il a bien passé du temps dans la chambre et dans le lit de Michael Jackson, expliquant une fois de plus qu'il n'était quasiment jamais seul pendant cette période. Il explique d'ailleurs à l'adjoint du procureur que Barnes avait continué longtemps de dormir dans le lit de Michael Jackson, à peu près jusqu'à ses 19 ans. Ils passaient leur soirée dans la pièce, puis s'endormaient sur le lit. Avec encore une fois aucune ambiguïté particulière, juste des amis qui s'endorment après avoir veillé tard lors d'une soirée. Il explique d'ailleurs qu'il avait déjà dormi avec Michael Jackson et les enfants de Michael Jackson dans le même lit. Zonen va demander à Barnes s'il considère que les attouchements sexuels étaient quelque chose de scandaleux ou de honteux. Barnes répondit que oui. Zonen demande à Barnes de développer pourquoi, mais Mesro fit une objection du fait que la question prêtait à interprétation. Barnes explique qu'il s'est rendu une fois par an à Neverland depuis 1991. Et qu'à chaque fois, il avait dormi dans la chambre de Michael Jackson, sans que jamais le chanteur n'ait un geste inapproprié. Il confirme au procureur adjoint que ses parents n'ont jamais eu à redire de la situation et confirme que Michael Jackson ne lui a jamais montré de photographies destinées à un public adulte. Il explique que pour lui, ça a été une véritable chance de pouvoir voyager à travers le monde en suivant Michael Jackson sur ses tournées. Il est maintenant temps pour la défense et l'accusation de rendre leurs conclusions. Sneddon réclame à ce que l'interrogatoire par la police de Gavin soit diffusé au jury. Le juge Melville accepte, cependant, Mesro demande à ce que tous les Arvizo soient présents. Le jury visionne l'interrogatoire, semblant peu empathique, mais plutôt amusé, comme s'il ne prenait plus au sérieux les déclarations faites à la police qui avaient soulevé beaucoup d'incohérences par rapport à leurs témoignages pendant les audiences. Des incohérences qui vont continuer à être soulevées, Gavin déclarant pendant son entretien avec la police que Michael Jackson lui avait léché les cheveux. Ça s'était passé dans l'avion dont il n'a pas fait mention à la barre, hormis sa mère Janet. Et tout le monde attendait que Mesro fasse son dernier interrogatoire au Arvizo.
Mais contre toute attente, celui-ci annonce que la défense en a terminé. Et ça va laisser Tom Snedden sans voix qui espérait ce nouvel interrogatoire pour pouvoir enfin rebondir et essayer de rattraper le fiasco de tous les témoignages qui avaient eu lieu auprès des Arvizo. Il espérait qu'un ultime interrogatoire aurait pu rebondir sur les différentes contradictions dont ils avaient fait preuve pendant le procès. Les plaidoiries de clôture se terminent et le jury part délibérer le 3 juin 2005 et c'est après 10 jours de délibéré que le verdict tombe. Premier chef d'inculpation pour extorsion et séquestration, non coupable. Pour le deuxième jusqu'au 5e chef d'inculpation, incluant l'agression sexuelle sur mineur de moins de 14 ans, non coupable. 6e, incitation sur mineur à avoir un rapport sexuel, non coupable. Et enfin, de 7 à 10, l'administration d'alcool sur mineur dans le but d'abuser de lui, non coupable. C'est le soulagement d'un long et périlleux combat judiciaire qui clôture non pas seulement l'affaire Arvizo, mais aussi plus de 10 ans de suspicion de la part du public. À noter aussi que la plupart des intervenants qui ont travaillé à Neverland pour Michael Jackson ont beaucoup fait dans ce procès. Souvent venus à la demande de l'accusation, qui ont finalement témoigné en faveur de Michael Jackson, ou encore le fait que Gavin Arvizo ait avoué à demi-mot que c'est en sentant que Michael Jackson s'éloignait de sa vie après sa guérison qu'il voulut lui faire payer. De son côté, même constat pour Janet Arvizo, comprenant qu'elle n'allait plus bénéficier de tous les avantages qu'elle avait en étant dans la vie du chanteur. Mais bien sûr, le fait que Michael Jackson soit officiellement innocenté de tout chef d'inculpation, cela n'empêchera pas certaines personnes de continuer à croire qu'il est coupable. Les jurés s'étaient d'ailleurs exprimés sur leur verdict. Expliquant qu'ils n'avaient pas été influencés par sa célébrité, ils ont accordé autant d'attention à chaque élément, les uns par rapport aux autres. Certains jurés avaient reconnu publiquement qu'ils considéraient que les Arvizo étaient comme des artistes de l'escroquerie, et d'autres ont pensé simplement qu'il n'y avait pas de preuves irréfutables. Je vais vous dire, je me souviens très bien le matin où j'ai allumé la télé et que j'ai constaté que Michael Jackson avait enfin été innocenté. Ayant suivi le procès pendant des semaines au travers du site MJ France qui retranscrivait chaque audience. C'était enfin la chance de voir Michael Jackson renaître de ses cendres et espérer qu'il nous fasse rêver à nouveau. Mais il faut être honnête, malgré le fait que Michael Jackson soit blanchi, ça n'a pas suffi pour enlever toute la crasse qu'on lui avait étalée sur la tronche depuis toutes ces années. Au point qu'il ne sera plus jamais le même jusqu'à sa disparition en 2009. Très très triste. Je pense qu'il vaut la peine de se rappeler qu'il était probablement à lui seul le plus grand danseur et musicien que le monde ait jamais vu. Certainement, quand j'ai fait le documentaire, il y avait une petite partie de cela qui contenait une controverse concernant sa relation avec d'autres jeunes. Mais la vérité est qu'il n'a jamais été condamné pour un crime. Je n'ai jamais vu de méfaits moi-même, et bien que son mode de vie ait pu être un peu orthodoxe, je ne crois pas qu'il était criminel. Et je pense que le monde a maintenant perdu le plus grand artiste qu'il ait probablement jamais connu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on défend Michael Jackson totalement aveuglément juste parce qu'on est fan. Alors qu'au contraire, ce sont toujours les fans qui sont partis à la quête de la vérité, pour légitimer leur foi et leur conviction vis-à-vis du chanteur. Mais je pense qu'on sera à peu près tous d'accord sur un point, c'est que après l'affaire Chandler, Michael Jackson aurait dû faire évoluer son train de vie et faire plus attention, sachant que les charognards pouvaient continuer à tourner autour de lui. Il aurait dû savoir que d'autres parents profiteraient de son train de vie pour l'accuser une fois de plus à tort, sachant qu'il y avait déjà eu un règlement à l'amiable et donc pourquoi pas tenter sa chance. Et à côté de ça, ce 13 juin 2005 ne va pas marquer exactement la fin des soupçons, car même près de 10 ans après sa mort, d'autres personnes vont accuser Michael Jackson. Mais ça, je vous promets qu'on en parlera dans une troisième partie. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce que vous avez pensé de toute cette affaire. Évidemment, pensez à liker, booster. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater la troisième partie et les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. À très bientôt, les amis.